Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités, parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. Et dans un instant, vous allez entendre un témoignage rare et fort, celui de Claudia, une femme qui a fait de la prison pour meurtre et qui a décidé de parler à visage découvert. Claudia veut raconter son histoire et expliquer pourquoi un jour, elle a décidé de commettre un crime. Alors pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter à l'époque où Claudia est une jeune femme de 17 ans. Elle qui a vécu au Brésil arrive en France pour se construire une nouvelle vie. Originaire du Brésil, elle a donc laissé derrière elle des années de violences familiales et d'agressions sexuelles. Mais à Paris, elle n'a pas d'autre choix que de se livrer à la prostitution pour gagner sa vie. Elle n'espère alors qu'une chose, cesser ce travail qu'elle hait par-dessus tout. Et rapidement, elle y parvient, elle se lance dans l'esthétique à domicile. Elle achète du matériel et commence à gagner sa vie légalement. Mais contre toute attente, le pire est encore à venir pour la jeune femme. Car après avoir injecté du silicone à une amie, elle s'attire les foudres d'une femme qui dirige ce business à Paris. Cette femme, c'est Elisa, une proxénète qui est aussi à la tête d'un véritable marché noir du silicone. Elle considère alors que Claudia est une concurrente et elle lui mène une véritable guerre. Menace de mort, tentative d'effraction, Elisa a mis ses hommes de main aux trousses de Claudia. La jeune brésilienne, elle, ne supporte plus cette situation et un soir, poussée à bout, elle va commettre le pire. Elle abat Elisa avec un fusil à pompe en plein Paris. Claudia a été condamnée à de la prison, elle a purgé sa peine et je vous le disais, elle a décidé de parler à visage découvert sur ce plateau. Elle sera en direct avec nous. À Istres, dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs hommes sans histoire sont retrouvés morts en pleine journée. 2 d'entre eux étaient en train de bricoler dans leur jardin. Un troisième a été abattu par balle au volant de sa voiture. La bourgade tranquille prend alors des allures de zone de guerre et une enquête hors norme démarre quand une femme se présente à la gendarmerie totalement paniquée. Elle explique qu'elle vient d'être prise en otage au volant de sa voiture. Mais elle a tenu tête à son ravisseur et elle est parvenue à le raisonner. Cette miraculée donne même la description de l'individu et cela va permettre son arrestation. Mais contre toute attente, le suspect est bien loin du tueur sanguinaire que les gendarmes s'attendaient à interpeller. Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindoki, nous vous parlerons de ce graffeur niçois accusé d'avoir tué sa compagne lors de vacances aux Seychelles. Il nie le meurtre, mais a été placé en détention provisoire. Et pour analyser avec tous ces histoires, répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de Crimes et Faits divers à la quotidienne sont aujourd'hui maître Laure Alice Bouvier, avocate, pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, ce sera avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Pour commencer cette quotidienne, donc je vous le disais dans le sommaire, ce témoignage exceptionnel, car il est rare, très rare, d'avoir en direct, sur un plateau, à visage découvert, une femme qui a commis un meurtre. Alors bien sûr, si je la reçois aujourd'hui, c'est qu'elle a été condamnée, qu'elle a purgé sa peine aux yeux de la société. Claudia, que je vais donc recevoir dans un instant, a en effet passé plusieurs années en prison et elle veut nous expliquer pourquoi. Pourquoi, un jour, elle a commis ce geste terrible. En fait, c'est à Paris que commence l'histoire de Claudia, tout droit venue du Brésil. Claudia est une adolescente de 17 ans. Elle a laissé derrière elle, dans son pays, des années de violence et de précarité. La jeune femme réussit à se loger dans une petite chambre sous les toits. Mais Claudia, qui n'a pas d'argent, est obligée de travailler. Elle est d'ailleurs rapidement repérée par un Mac qui veut qu'elle se prostitue pour son compte. Et si l'idée la révulse, elle est obligée d'accepter le temps de trouver mieux. Claudia subit alors des agressions, des viols. Mais après quelques mois de prostitution, la jeune femme se lance dans l'esthétique à domicile. Et elle parvient à acheter un peu de matériel. Elle trouve également quelques clientes qu'elle fidélise. Mais alors que la roue semble enfin tourner pour elle, elle va se retrouver au cœur d'un improbable imbroglio mêlant industrie du silicone, reine du proxénétisme et guerre de pouvoir. Une situation qui va virer au drame. Claudia, menacée de mort, va en effet tuer sa rivale pour survivre, dit-elle. Condamnée à 7 ans de prison pour meurtre, elle a purgé sa peine à la maison d'arrêt de la Santé. Alors avant de recevoir Claudia en direct,
à visage découvert sur ce plateau. Retour sur son destin à la fois extraordinaire et tragique. Nous sommes en 1979 à Paris. C'est ici que Claudia vient d'arriver. La jeune femme a quitté son Brésil natal pour fuir la précarité, mais aussi les violences. À seulement 6 ans, alors qu'elle vivait dans un petit village isolé du Brésil, elle a été victime de viols et d'agressions sexuelles. Elle était livrée à elle-même lorsque sa maman travaillait. Et des voisins, ainsi que des amis de sa sœur, en ont profité pour abuser d'elle. À 17 ans, c'est donc avec des rêves plein la tête que Claudia décide de rejoindre la capitale française. Passionnée de couture, elle espère faire carrière dans la mode. Mais elle est loin de s'imaginer que le rêve va tourner au cauchemar. Car très vite, la jeune Brésilienne, sans le sou, se retrouve à devoir monnayer ses charmes pour survivre. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'elle remonte la pente et sort du cercle vicieux de la prostitution. Elle se lance alors dans l'esthétique à domicile et réussit à vivre tranquillement. Mais un événement va bientôt bouleverser son existence. 1 an après son arrivée à Paris, elle est contactée par Nivea, une amie brésilienne qui souhaite la rejoindre en France. Claudia prend en charge sa venue, mais les choses vont rapidement déraper. Transsexuelle, Nivea souhaite se faire poser des implants en silicone pour obtenir un corps plus féminin. Claudia pense alors à Elisa, une femme qui a pignon sur rue à Pigalle et qu'elle a rencontrée 1 an plus tôt dans le milieu du proxénétisme. Elle est connue pour être une professionnelle du silicone. Mais le tarif, trop élevé, qu'elle propose, rebute les 2 expatriés. Claudia a alors une autre idée en tête. Conseillée par des amis médecins, la Brésilienne décide de poser elle-même les implants sur son amie. L'opération est une telle réussite que son succès remonte jusqu'aux oreilles d'Elisa. Mais les choses vont prendre une tournure dramatique. Jalouse et persuadée que Claudia lui fait de la concurrence dans son domaine, Elisa, proclamée reine de Pigalle, exige qu'elle quitte le territoire français et la menace de mort. Claudia prend ces menaces très au sérieux et essaie de se faire discrète. Mais 3 jours plus tard, 2 hommes tentent d'entrer chez elle par effraction. Claudia est apeurée, si bien que son compagnon, un légionnaire, lui fournit un fusil à pompe pour sa protection. Mais le 29 octobre, c'en est trop pour la jeune Brésilienne qui ne supporte plus de vivre dans la peur. Ce jour-là, après avoir été suivie par Elisa, elle décide de mettre un terme à cette situation. Elle se rend au domicile de sa rivale pour discuter. Mais à son arrivée sur place, la proxénète tente de l'attaquer à l'aide d'une lame de rasoir. En l'espace de quelques instants, Claudia riposte. Armée d'un fusil à pompe, elle tire sur Elisa, qui s'effondre au sol. Poursuivie par les hommes de main de sa victime, elle se réfugie alors dans un commissariat et avoue immédiatement les faits. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Claudia. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Marc. Jean-Marc, c'est très bien. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau en tout cas. Votre histoire, elle est assez folle en fait. Elle est assez folle parce qu'on a le sentiment par moment d'être dans une série policière, dans un film policier. Mmh. Et puis, il y a des drames également, il y a de la prison que vous allez faire, il y a de la condamnation. Alors, on va essayer de raconter tout ça le plus simplement possible, parce que votre histoire est à la fois compliquée et fascinante. Vous arrivez à Paris quand vous avez 17 ans. 16 ans et demi. Vous arrivez du Brésil. Mmh. Vous êtes seule quand vous arrivez? Seule, oui, toute seule, pas de réseau, pas si. J'ai une déception encore amoureuse et je quitte cette personne qui me bat. C'est un Brésilien, il s'appelle Emmanuel. Et je décide de ne pas...
Wow. Désolé. Il n'y a pas de problème. Il y a certains souvenirs dans la vie qui sont encore plaisants. Et quand on essaie de revivre ces situations, et vous avez un flot d'images qui arrive, et c'est vrai que je n'ai pas réussi encore à me débarrasser de ça. Malgré les années. Et vous avez fait quelque chose de tellement extraordinaire. Je croyais qu'on allait tomber dans un récit un peu bizarroïde. Non, j'étais content de la manière dont vous avez fait parce que c'est très humain, c'est pas voyeur. Et revenir à cette histoire, c'est vrai que ça m'émotionne pour la simple raison, c'est que quand on est tout seul, j'avais 12 ans quand j'ai quitté ma mère à cause d'un beau-père et j'arrive à São Paulo, je pars d'un petit village, il y a peut-être 5000 personnes. Un bled très éloigné qu'on appelle la Suisse brésilienne, qui s'appelle Garanhuns. Je suis déçu, premier homme, parce que je tombe amoureuse, j'ai 12 ans et demi, il a 25, il me promet de m'amener à São Paulo. Mais il part sans moi et je me retrouvais encore une fois très bizarroïde. Et je vais vers São Paulo, il y a tout ce qui se passe. Et je décide, après Emmanuel, qui me sonne encore aujourd'hui, de venir à Paris, parce qu'on parle de Paris à l'époque. Je ne sais pas que Paris, c'est Pigalle, je ne sais pas que Paris, c'est Bas de Boulogne, que l'Amazonie est devenue Bas de Boulogne. Je ne suis pas au courant de ça. Pour vous, Paris, c'est la couture, pour Paris, c'est la luxe. culture, c'est mai 68, c'est Victor Hugo, c'est les fleurs de mal, c'est là où je veux soit rentrer faire de la haute culture, parce que je passe un diplôme de couturier avant de venir à Paris, et devenir, écrire. Je ne sais pas une question de devenir écrivain, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire devenir écrivain. J'ai quelque chose en tête depuis l'âge de 5-6 ans, c'est d'écrire. Et j'ai dans la tête d'écrire, mais en commençant par ma mère. Parce que ma mère a eu une vie extraordinaire aussi, 13 ans, elle s'est retrouvée toute seule, elle a eu 16 enfants. Ah oui. Elle est morte à l'âge de 37 ans. Donc cette femme me fascine par son côté. Et puis une femme qui ne se laisse pas faire. Et donc j'ai hérité ma mère. Déjà. Ma mère, caractère, ouais. Il suffit de voir une photo de ma mère, qui me ressemble beaucoup d'ailleurs. Je lui ressemble beaucoup. Et cette femme, elle va se battre contre mon beau-père. Et puis à un moment donné, je pense qu'elle va lâcher prise. Et moi, je me suis dit dans la tête que je ne voudrais pas ça pour moi. J'ai un autre problème qu'on va apprendre par la suite. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, vous arrivez à Paris, vous avez 16 ans et demi, vous rêvez, vous, de haute couture, vous rêvez de succès, vous rêvez d'écrire, vous rêvez de faire des livres. Or, la réalité, elle va être très différente, parce que vous allez vous retrouver à vivre dans un tout petit appart. Une chambre. Une chambre, ouais, dans une chambre de bonne. Passe, voilà, boulevard... on va pas donner l'adresse, peut-être. Mais... C'est pas grave, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, bon, ça va. Et alors... Assez vite, en fait, vous allez vous rendre compte que pour survivre, malheureusement, c'est la prostitution. Oui. Et oui. C'est vraiment quelque chose qui vous dégoûte, c'est quelque chose que... Bien sûr. C'est pas un travail. Que vous refusez de faire, mais vous allez être obligé de tomber là-dedans. Comment ça se passe les premières fois, justement, à Paris ? Parce que là, c'est le rêve qui s'écroule quand même, quand on est obligé d'aller se prostituer. C'est surtout difficile pour quelqu'un qui n'a pas j'ai pas de désir devenir une prostituée. C'est quelque chose qui me poursuit depuis l'âge toute petite aussi. Hein. Il y a une longue histoire là-dessus. Donc, quand je viens chercher cette copine qui s'appelait Pimenta, que j'avais sauvée au Brésil plusieurs fois, je suis loin de savoir que j'allais rencontrer Pigalle, que j'allais rencontrer beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Marocains, d'Algériens, de Portugais. Et à Pigalle, boulevard Batgnol, il y a chacun ses quartiers. Donc même si vous vous promeniez comme ça, quelqu'un vous disait, dégage là, il ne faut pas rester là. Donc il y avait des castagnades. Et or, moi, à un moment donné, on apprend à se battre. Hein. À force de recevoir des coups, on se dit, peut-être qu'il va falloir que je retourne la situation un jour. Et j'ai commencé à réfléchir à ma propre condition humaine et déshumaine d'ailleurs. Et je décide que je ne serai pas là
prostituée, d'un Mac, d'un proxénète. C'est ça qui se passe parce qu'il y a un Portugais qui s'appelait Christian à l'époque qui me donne une cigarette et qui me dit à partir de maintenant, tu vas bosser pour moi. Alors, le mot bosser pour moi, c'est déjà bizarre parce que bosser, c'est pas. On n'a pas, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ouvert une école pour apprendre nos petites filles à devenir prostituées. Rien que le mot vous choque. Voilà. Le mot bosser, travailler, travail, prostituée, moi, ça me choque. Ça me choquera toujours tant qu'on n'aura pas changé cette étiquette-là. Ça me choque de dire oh, vous allez bosser pour moi, mais c'est pas le travail. Ah non, le travail, vous allez rester à tel endroit, vous avez le droit, tu as le droit de rester ici, et tu me fais 1000 francs par jour. Et je dis, mais tiens, je ne suis pas venu en France pour ça. Et il y a hors de question que j'aille me prostituer pour quelqu'un, si j'ai envie de faire, aussi c'est une nécessité, mais je trouverai toujours une autre manière de m'en sortir, mais pas par ça. Bon, un revolver, hein, on est là, on met un revolver sur la tête, il me dit tu vas oublier, non? Il vous met un revolver sur la tête? Ah oui, il me met un revolver sur la tête, dans la chambre, il essaie de me tabasser, je riposte. Christian, il m'emmène dans le trottoir, il me dit bah, si tu ne fais pas ce que je te dis, eh ben, tu vas te retrouver au bois de Boulogne découpé en morceaux. Je dis ouais, non, mais j'ai un traumatisme. Hein. Quand j'avais 5 ans, je suis devenu féministe entre autres à cause de ça. Quand j'ai 5 ans, je découvre une femme lardée de coups de couteau. Au Brésil? Au Brésil, au chemin de l'école. Et ça m'a traumatisé. Je dis, mais comment un homme peut faire ça? Comment on peut aimer quelqu'un et la tuer? Donc on ne va pas rentrer... Donc cet homme vous fait des menaces très claires, en vous disant on va te couper en morceaux si jamais tu ne te prostitues pas. Absolument. Il vous demande de ramener 1000 francs par jour. Par jour. Ça représente quoi en passe? En passe, ça dépend. Si vous étiez mignon à l'époque, je ne pense pas que j'étais le canon de la beauté, mais bon, je ne sais pas, je plaisais, oui, peut-être. Sinon, je n'aurais pas autant de problèmes sexuels dans ma vie depuis que je suis presque né. Non, c'est un peu... c'est 10 passes par jour. C'était 100 francs à l'époque. On demandait 100 francs par truc, 50 par autre. Et moi, non. C'était quand il m'a mis au trottoir, il m'a dit bah, tu vas faire des clients. J'ai dit non. Et c'est vrai que sur... allez, on va dire 30 mecs, 30 messieurs clients qui passaient, qui me demandaient le prix, mais je disais 1000 euros, 1000 francs. Mais le mec ne comprenait pas pourquoi. Et j'ai failli mourir de faim à cause de ça. Si j'avais pas cette copine qui me payait la chambre d'hôtel et qui me donnait un petit peu d'argent pour aller manger une pizza à côté de la place Pigalle, je pense que je ne sais pas ce que je serais devenu. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui s'est passé, ces années de prostitution, vous avez quel regard? Alors, je remarque, les années de prostitution, ça veut dire que je serais resté prostituée pendant longtemps. Or non, ça dure quelques mois. Hein. Ça dure, je pense que 2 mois. Honnêtement, je pense que c'est déjà beaucoup quand même pour, oui, pour moi, c'était beaucoup. C'est tellement une violence. Oui, pour une femme. Ça paraît une éternité. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les heures passer, on voit les heures passer. C'est le contraire, on voit les heures passer, on est là, on est tous les jours debout, avec un sac à main, en attendant que quelqu'un vous propose une passe. Bon, je vais dire non, jusqu'à un moment donné, je tombe sur un brigadier de la police, un inspecteur de police, qui sont en charge de faire tomber un proxénète à l'époque, qui s'appelait Doudou d'ailleurs, et qui la mère est déjà en prison pour proxénétisme. Donc cet hôtel, c'est un vieil hôtel de passe, les chambres sont déjà condamnées au début, et on sous-loue quand même les petites chambres dégueulasses à l'arrière, et c'est là que les gens font des passes, enfin les prostituées. Et cet inspecteur, c'est lui qui va me sauver. C'est pour ça que j'adore la police, parce que la police a toujours été là pour me protéger, sauf une seule fois, mais moi je ne peux pas leur condamner. Et ce policier, il va me proposer un marché. Il dit voilà, ça fait longtemps, tu es nouvelle dans le quartier, ça fait longtemps qu'on essaye de faire tomber ce Doudou, fils. Il me raconte l'histoire. Je ne comprends pas tellement bien le français, parce que ça fait peu de mois que je suis en France. Je saisis, il y aura quelqu'un qui traduit, qui s'appelait Helena, qui était portugaise, elle va traduire. Je vais accepter et on va envoyer quelques policiers en guise de clients avec qui je vais monter à l'hôtel. Et on fait semblant, on discute, parce qu'il faut faire vite, il faut faire semblant qu'un client c'est 15 minutes, 20 minutes. Un client c'est 15 minutes. 15 minutes. Ouais. Je vais rester une vingtaine, 25 minutes à discuter avec le policier, à raconter, essayer de se comprendre, et on va descendre jusqu'à ce qu'il me donne de l'argent. D'ailleurs, le propre policier, qui va me mettre de l'argent dans la main.
Et ce Christian, qui est le proxénète, quand il traverse la rue, qui vient vers moi et que je lui donne le paquet d'argent... Là, il est interpellé. Là, il est menotté et je lui fous une bonne baffe, quand même. Ah oui. Ah oui. Oui, parce que le mec, il est espèce d'abruti, il me met un revolver sur la tête. Et c'est la première fois que j'ai aimé baffer un homme. La première, donc il y en a eu d'autres. Oui, oui, beaucoup. J'ai bien compris. Il faut dédramatiser la situation quand même. Beaucoup plus oui. C'est bien parce que vous racontez ça en même temps avec le sourire aujourd'hui. Ah, il faut. Et pourtant, c'est des larmes, mais bon, c'est des épreuves très difficiles. Votre objectif, ça va être de sortir de la prostitution. Ça va être d'essayer de trouver autre chose à faire. Et vous avez une idée. En fait, c'est quelque chose qui se fait pas mal à l'époque, c'est les injections de silicone. Non, au départ, c'est l'épilation électrique. Ouais. L'épilation, d'ailleurs, que je n'ai bossé pendant 12 ans pendant le confinement, parce qu'on ne travaillait pas. J'ai été appelé pour refaire la même chose dans un centre laser, que je ne donnerai pas le nom, il ne faut pas faire de la pub. Mais j'ai un savoir que j'ai appris avec Dr Canin, qui est mort aujourd'hui, que c'était à Pigalle d'ailleurs. Donc vous commencez par l'épilation électrique. L'épilation électrique, je veux gagner beaucoup d'argent d'ailleurs, ouais. Tout de suite. Donc, alors Pigalle, tout ça, j'habite plus à Pigalle, j'habite à Métro Beauchamp, j'ai un petit appartement sympathique, 30 mètres carrés, ça va, la vie est belle. J'ai un permis donc, parce que moi j'ai passé le permis, j'avais 14 ans, hein. Ouais. C'est encore un détail qu'on va y arriver. Et je vais acheter une petite Renault 5, mais je suis tellement heureuse. Et puis surtout... Et vous pensez que c'est le début d'une nouvelle vie en fait? Mais il faut que ça soit une nouvelle vie. La vie ne peut pas non plus, à chaque fois, aller que dans le désordre, dans le désastre, dans la tristesse totale. À un moment donné, oui, je pense au bonheur. J'ai le droit au bonheur. Donc je vais chercher ce bonheur. Donc, à un moment donné, vous allez vous lancer dans les injections de silicone. On va essayer de faire simple, parce que c'est vrai que je remarque, les injections de silicone viennent avec Nivea, pour remonter, parce qu'on n'en applique pas, c'est dans une seringue. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une amie à vous qui vous demande ça. Oui, vous entraînez sur des oranges, voilà. Parce que sa mère était infirmière. Voilà. Et donc, c'est des injections de silicone qu'on fait pour faire gonfler les seins, c'est ça? C'est des piqûres, non, juste les fesses. Alors, à l'époque, il fallait mettre du silicone sur... Parce que les garçons, ils ont des muscles. Ouais. Il fallait mettre du silicone entre les muscles, sur le mollet pour cacher les mollets, et puis sur le croc des hanches. Vous savez, la plupart voulaient avoir ce croc qu'on a, qui est normal d'ailleurs, femmes, hommes, nous avons tous, c'est justement la joncture des hanches. Et ce petit trou qu'il y avait là-bas, il fallait remplir ce trou. Mais vous n'avez aucune formation pour ça? Moi, non, j'ai aucune formation, j'ai juste... c'est ça, l'orange. Je suis doué, Jean-Marc. J'en doute pas. Oui, hein. Franchement. Donc, alors vous allez faire ça sur cette fameuse copine qui s'appelle Nivea. Nivea, ouais. Et c'est un succès. Très rapidement, parce qu'elle se promène au bois de Boulogne. Voilà, malheureusement, je l'emmène des fois dans ma petite... J'aurais pu tomber proxénétisme d'ailleurs, quand j'y pense. Parce que le fait d'accompagner une prostituée à se prostituer à tel endroit... Bien sûr, ça peut être ça. Je l'emmène quand même, je la dépose, je reviens, et je ne connais pas Bois de Boulogne. Alors, à un moment donné, je vous une parenthèse, à un moment donné, j'ai fait les gros titres comment on appelle le détective à l'époque. Ouais. Travesti, non, je ne suis pas un travesti. Je suis désolé, ça c'est la tête que j'ai là. Je ne suis pas refaite. Non, je suis né d'une manière différente. On va aborder le sujet tout de suite. Je suis né avec une malformation génétique. Je crois qu'il y a quand même pas mal de cas dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on est sans ovaire, on est avec une... Slimax, comment on dit le Slimax? Non, une apparence féminine pas vraiment développée, avec, voilà, donc c'est pas, testicules ne remontent pas, puisqu'on n'en a pas. Vous aviez un sexe masculin ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout, j'ai jamais eu de sexe masculin, j'ai jamais eu de testicules, j'ai jamais rien de tout ça. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu retourner au Brésil et refaire tous les documents pour être vraiment... Juste, docteur Stéphane Clerget, c'est quoi cette malformation? Alors, je suppose qu'il s'agit d'un pseudo-hermaphrodite. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un pseudo-hermaphrodite. Vous avez un masculin, féminin, vous avez un trisexe, vous avez énormément... Voilà. Je vais te donner un exemple
exemple, je ne sais pas si ça concerne madame, mais par exemple, un enfant peut naître XY, c'est-à-dire avec des chromosomes, mais il ne sécrète pas les hormones masculines. Et donc le fœtus reste, il est officiellement masculin, mais il ne se masculinise pas. Donc il n'y a effectivement pas vraiment d'organes génitaux. Et comment on décide si c'est un fœtus masculin ou féminin du coup? Alors dans ce cas-là, par exemple, c'est compliqué quand il n'y a pas d'organes apparents. Et bien souvent, on fait le choix du sexe féminin. C'est en fonction de l'organe le plus apparent. D'accord. Et ensuite, on traite par hormonothérapie une fois qu'un choix de sexe a été posé. Et vous, quel choix on a fait? Moi, c'est mon propre choix, hein, Jean-Marc. Non, mais à l'époque, quand vous étiez petit, quel choix? Ma mère m'appelait l'enfant parce qu'elle ne nommait pas. Ils n'ont peut-être rien fait à la naissance. C'est-à-dire que c'est possible qu'au Brésil, on n'ait rien décidé et que l'enfant ait été confié à ses parents. Sa maman l'appelait l'enfant, ça. Oui. Ah oui, l'enfant. Sans nommer garçon ou fille. Ah non, garçon et fille, c'était enfant. Et par contre, on ne mettait pas de jupe non plus, parce que puis vous savez, quand on est pauvre, je ne suis pas né dans une famille riche, du côté de ma mère, attention. Parce qu'on a encore une surprise. Du côté de ma mère, comme je dis, ma mère était serveuse. Quand je suis né dans un cabaret. Le cirque. Mais juste, Claudia, pour bien comprendre, vous étiez considéré comme un garçon ou comme une fille? Ni l'un ni l'autre. Mais à l'école Non, moi j'ai fait l'école et très vite je suis parti de l'école. J'avais 8 ans. Oui, mais à l'école, on vous considérait comme un garçon comme Non une fille? plus. Non plus. Je ne jouais pas avec les filles, je ne jouais pas avec les garçons. Je n'avais pas le droit d'aller dans... Et votre prénom, il était masculin ou féminin? Votre prénom? Ma mère m'appelait Claudio. Donc masculin? Masculin. Et ça a été très douloureux. Et pourtant, vous n'aviez aucun attribut masculin. Je ne suis pas né avec testicules, je ne suis pas né avec une quéquette normale. Vous savez pourquoi elle avait choisi du coup à masculin? cause de mon père, j'ai appris après. J'ai appris il y a en 2004. Cette raison, j'ai appris en 2004. Mon père était homophobe. Très homophobe. Il était tellement homophobe, mon père. Là, ça n'a rien à voir. Là. Si, rien à voir. Ma mère, elle a pensé simplement que comme j'avais une excroissance, un début, oui, voilà, indéfinie, elle pensait que j'étais homme. Alors, ma mère, elle a accouché à la maison, Jean-Marc. Ouais. Ma mère, juste le dernier enfant, elle a toujours accouché à la maison. Donc, quand on est une femme normale, voilà, on veut la petite fente, on va dire les mots, et puis les enfants, j'ai eu mes frères nets, Elie, Sébastien, Jean-Marc, j'ai vu tous mes frères nets. On était là quand il est sorti. Il y avait quand même des roubignoles assez prononcées. Voilà, là c'est juste un pénis, mais pas de lèvres et les testicules ne sont pas apparents. Il même pas. C'était vraiment le gland. Je pense que aujourd'hui je comprends très bien. Hein, ça fait 40 ans que j'étudie la situation, donc vous comprenez bien que je ne suis pas de la dernière pluie là-dessus. Oui, au départ, j'ai pensé que j'étais homosexuel. Au départ, j'ai pensé que j'étais travesti. Au départ, j'étais je ne sais pas quoi. Mais je n'étais rien de tout ça. Et je vais le découvrir à São Paulo. Une fois que je tente le suicide, que j'apprends que ma mère est morte, je vais découvrir par un médecin qui va me dire « Mais vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes une personne apparemment normale. Je vous regarde, je ne me dis pas que vous êtes ni ci ni ça. Pourquoi vous voulez mourir ?» Juste, Claudia, quand vous venez en France, vous avez des papiers? Non, pas du tout. Vous venez en France sans papier? Ah non, aucun papier. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je n'ai pas de papier. Bon, et à 12 ans, quand vous avez des papiers, il y a écrit quoi dessus? Je décide, c'est moi qui décide, voilà. Quand je demande à ma mère, je veux partir au petit village et je n'ai pas de papier. Oui, mais sur les papiers officiels, il y a écrit quoi? La première naissance, la première fois. La première fois, il y a écrit quoi? Il y a eu 3 garçons. D'accord. Voilà. Et c'est moi qui demande à ma mère, Jean-Marc. Pour la simple raison, c'est que nous avons un hémaphrodite qui est au contraire, qui est masculin. Dans la famille? Non, pas dans la famille, dans le village. Ah, dans le village. Et que les enfants jettent la pierre lapide chaque fois que cet homme passe, puisque c'est un homme. Là, ouais, bien comme ça, la barbe, les jambes, les musclés, baraqués, on dirait un footballeur de Paris Saint-Germain. On va pas le citer. Et là, il est. Et ce monsieur, et la mère, en pensant, parce qu'il n'avait pas d'attribut masculin, mais il avait une situation normale d'hormonale, et donc le corps s'est transformé, a eu des poils et des muscles. Sauf qu'il n'avait pas de sein. Pas de ça. Oui. Il a une structure, mais ça, il porte une robe.
Et tout le monde lui jette la pierre en autant de marche. Ouais. Parce qu'il a une barbe, il est costaud, il porte une robe. Il porte une robe. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai eu tellement peur ça quand j'étais gosse, et que je me suis dit, bah, vu mon beau-père, vu ça, je sais pas quoi, mais je veux pas que ma mère subisse ça. Donc c'est moi qui prends l'initiative de quitter le village, à l'âge de 12 ans et demi la première fois, je reviens après bien sûr, mais pour ça il faut des documents. Donc je vais mentir, avec ma mère, je vais aller voir, on faisait déclaration de naissance, déclaration de naissance à 12 ans et demi, hein. Ouais. Il faut le faire. Et donc là vous refaites. Je demande à ma mère, de neutre, ma mère me regarde, et fait, on fait quoi? Je dis, mais mes garçons, c'est moi qui demande à ma mère. Dans la tête, un enfant, j'ai 12 ans et demi, il ne faut pas oublier. Mais l'image de ce mec qui est machin, me terrorise. Et moi, je me dis, je n'ai pas envie de grandir comme ça. Mais j'ai pas envie, j'ai envie d'être comme tout le monde. J'ai pas envie d'être ça. J'ai pas envie comme jette la pierre. J'ai très peur. Je demande à ma mère de noter Claudio, et c'est comme ça que ça se passe. Sauf que j'étais loin de comprendre que j'allais avoir énormément de problèmes, puisque je vais grandir, je vais avoir des nichons, ça, je vais avoir des hanches, voilà, je vais avoir une paire de fesses, je vais avoir, voilà. Je nous vois, au départ, j'ai essayé de parler, mais ça n'a pas marché, parce que ma voix, elle est pas pratiquée, là. Vous avez essayé de faire l'homme. J'ai essayé de faire l'homme, voilà. Absolument. Ouais. Et j'essaie tellement essayé de faire l'homme que quand j'arrive à São Paulo et au moment du service militaire, vous savez, pour avoir un passeport au Brésil, c'est extraordinaire, surtout quand on est garçon. Hein. Ouais. Il faut avoir un permis, un passeport, une carte d'identité et le titre électoral. Il faut d'abord faire son service militaire. Et c'est encore aujourd'hui. Donc, je suis déjà barman, je travaille déjà dans un cabaret, je danse au topless et tout. Mais je veux partir. Et ça, on va revenir sur les autres papiers. Et quand je veux partir, qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire une fausse déclaration de naissance, une nouvelle. Pour être majeur, j'ai que 14 ans. Vous trichez sur votre âge. Et je veux tricher à nouveau. Je demande de refaire, et je fais un certificat de pauvreté. Je suis orpheline, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'ai pas ci, ça. Et on va me croire. Ça ne veut pas dire que je monte tout le temps. Mais là, sur cette nouvelle déclaration, vous êtes homme ou femme? Je suis garçon. Toujours? Toujours. Et donc, vous faites votre service militaire? Non, pas du tout. Non, c'est assez rigolo. J'adore raconter cette histoire. Je pars à 5 h du matin pour faire la queue, comme tout le monde, au service militaire. J'ai une perruque. Non, j'ai une perruque, les cheveux sont bien attachés, je porte un pantalon garçon, un chemisier garçon à peu près, et je me présente, et on se déshabille, tout le monde, et on me met en file indienne. Donc vous avez, à l'époque, ça fait loin, hein, vous avez un sergent qui a une petite baguette, dans le cas où les garçons ont une petite érection. Ah d'accord. Donc je vais me déshabiller, et je vais venir me mettre dans cette file. On est une quinzaine quand même. Et à ce moment, au moment où je rentre dans la file, j'ai celui de droite qui me regarde, il regarde mes fesses, il me regarde devant. Je suis très timide parce que j'ai mis la main comme ça. Et à ce moment, les autres regardent, et le mot est passé en 2 secondes, c'est un clin d'œil. Et c'est un bois, parce qu'il y en a qui ont une érection, l'autre aussi. À ce moment-là, il y a le capitaine qui arrive. C'est quoi ce bordel? Et il me regarde, je fais, faites quoi là? Ah mais je dis, on m'a dit qu'il fallait faire un service militaire. Hein, et je suis assez, des fois, un peu garde parce que j'aime bien décoder surtout. Mais je fais, écoutez, mais c'est marqué garçon, hein, sur mes papiers, donc on fait comment? Alors il appelle sa femme, qui est psychologue, qui travaille dans le même secteur. Et on m'emmène, on met les vêtements, on m'emmène voir cette psychologue. Elle me dit, écoutez, isolé, hein, isante. Voilà, c'est pas possible. Vous êtes exempté, c'est pas possible. Et j'ai dit, mais vous mettez quoi sur le truc? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous? Vous ne pouvez pas faire le service militaire. Déjà, vous êtes en train de foutre un bordel comme c'est pas possible. Là et ailleurs, dans le dos. Je dis, mais exempté, très bien, je suis parti. Le lendemain, j'étais en boîte, travaillé, normal. Voilà, le petit détail. C'est à Paris. Juste, on va fermer la parenthèse, parce qu'on a fait une grosse parenthèse sur vous, là. Parce énorme, mais c'est vrai que c'est passionnant et c'est totalement incroyable. C'est une vie qui est totalement incroyable. On vous écouterait pendant des heures. Juste, on va revenir à cette époque où vous êtes à Paris, vous avez votre petit appartement sous les toits, vous essayez d'avoir une vie tranquille. Vous dites, je vais aider ma copine, donc je fais des injections de silicone, ça commence
commence à marcher, ça commence à cartonner. Puis tout à coup, bon, ça se sait par le bouche à oreille. Mais il y a une femme qui n'apprécie pas. 3 personnes, hein, c'est tout. Hein. Et voilà, 3 personnes. Et il y a une femme qui n'apprécie pas du tout ça. C'est une proxénète, c'est ça? Alors, Elisa, on va essayer de le faire vite parce qu'on a fait beaucoup de retard. Elisa, c'est un fils d'avocat. Son père n'accepte pas qu'il soit homosexuel. Donc, on vient à Paris faire des études pour être avocat. Au fond de son compte, il n'est pas avocat. Son cabinet, c'est Pigalle, où il va se déguiser. Et il va d'ailleurs faire un livre, un film. Ah, parce qu'Elisa, c'est un homme? Elisa, c'est un homme. Ah, d'accord, j'avais pas compris ça. D'accord. Voilà. Elisa, c'est un homme. On s'y perd un peu. Hein. Comment? On s'y perd un peu. On s'y perd un peu. Elisa, elle devient, entre guillemets, une femme. Je ne pense pas qu'on devienne femme, on se connaît. Et elle va dominer tout Pigalle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, elle va être riche. Elle va être celle qui domine la police, entre guillemets, parce qu'il y a des polices corrompues quand même. À l'époque, c'est la fin des années 70, il y a des liens avec la police. Il ne faut pas oublier que Giscard est encore au pouvoir. Mitterrand, on est en pleine révolution par rapport à tout ça. La droite est là, mais la droite est un petit peu corrompue à l'époque, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je connais tous les détails, parce que je l'ai vu comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, on voit Elisa, je ne sais pas, c'est marrant, parce que je vous peut-être très vite, très courte. Elisa, c'est la première personne que je rencontre à Paris. Et c'est la première personne qui m'humilie, qui me donne presque des coups de pied dans la rue du Perret, là où elle va mourir. C'est le destin bizarre quand même. Pour simplifier, en fait, Elisa, elle est très jalouse du fait que vous, en tout cas, elle ne veut pas que vous rentriez sur son terrain. Non, elle ne veut absolument pas. Quelqu'un d'autre n'a pas le droit de faire ces injections de silicone parce que c'est elle qui fait ça. Voilà, parce que c'est elle qui fait ça, c'est son domaine, c'est la reine du marché noir du silicone. Absolument. On peut dire, elle veut pas que vous rentriez là-dedans. Cher. L'attention va monter avec vous, elle va vous menacer violemment. Elle a payé 30 000 francs quand même pour me tuer, je remarque. Voilà. Et il y a 3, vous avez dit 2, mais c'était 3 garçons, 3 tueurs à gages qui sont venus défoncer ma porte. Il y a des traces, parce que j'ai un dossier là-dessus. Si vous voulez, je mettrai tout. Et à partir de ce moment-là, je prends conscience que je suis en danger et je prends conscience que j'aime ma vie. Parce qu'au départ, je m'en fichais. Et puis j'ai quelqu'un que j'aime, qui est Frédéric. Frédéric, c'est un légendaire. Il saurait aller en tôle, parce que me mettre un fusil dans la main avec quelqu'un qui a 17 ans, il faut être malade quand même. Frédéric va, une fois qu'il est au courant, parce qu'il est à la maison, au moment où ces 3 gars essayent d'enfoncer la porte. On appelle la police arrive quelques minutes après, on constate quand même que le cadre de la porte a été presque enfoncé, et ça va commencer on va rentrer dans une situation qui est un peu bizarre, parce que je vais rester 3 mois et demi, comme ça, à fuir Elisa. Je vais fuir. Donc vous avez la peur, vous sentez, vous êtes menacé, vous risquez de mourir. Et je ne veux pas quitter Paris. Et vous ne voulez pas quitter Paris. Voilà. Vous allez avoir une arme le soir où les choses vont basculer. Frédéric m'amène un gomme rouge. Enfin, c'est pas une petite arme, non? Non, c'est pas une petite arme, c'est un fusil à pompe. Bah oui. Oui, il m'amène un fusil à pompe. Je n'ai jamais vu de fusil à pompe de ma vie. Et vous savez vous en servir? Oui, parce que j'ai toujours aimé aller dans les fêtes foraines, vous savez, j'ai un tir très, très précis. Ouais. Et ça vient de famille aussi. Mon père a passé par là. On arrive. Et à partir de ce moment-là, il m'amène ce fusil à gants, je suis là, j'ai perdu à peu près 8 kilos, parce que je ne fais que 45 kilos. Je suis sous sédative caféine, vous savez comment ça se passe, la caféine. Hein. Ça peut rendre quelqu'un malade d'ailleurs, et surtout la nervosité, parce qu'il ne faut pas oublier que vous prenez tout le café, ça ne marche pas. Et à un moment donné, vous allez être confronté à Elisa. Je suis calme, tranquille, je bois un café encore pour s'éveiller, il est 11h30 du matin. Elisa... Elle n'a pas réussi à faire les 3 mecs m'assassiner. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend quelqu'un d'autre et elle vient devant ma porte. Et donc je suis au café, je la vois arriver, ça c'est X blanche, je m'appellerai toute ma vie. Et je suis surprise de la voir. Elle s'arrête, mais en face métro Brochin, elle baisse la vitre, elle pointe mon appartement. Là, je pense que j'espère dans toute ma vie ne pas rencontrer cette haine, cette rage, c'est quelque chose d'incontrôlable. Vous êtes depuis 3 mois à essayer de ne pas commettre l'impossible, enfin l'irréparable, parce que c'est quand même un être humain, même si c'est une crapule. Est-ce que j'ai le droit ou pas de choisir cette personne crapule doit vivre ou mourir? Mais est-ce que cette personne qui paie quelqu'un pour me tuer choisit de me garder en vie? vous avez envie de la tuer à ce moment-là? Pas du tout. Ça fait 40 ans aujourd'hui, hein, je pourrais le dire, oui, mais il y avait prescription. Non, je vous regarde dans les yeux, à aucun moment, je me suis dit,
je vais la tuer. Non, je veux simplement lui foutre une bonne baffe et lui faire comprendre que je ne partirai pas de Paris. Paris ne l'appartient pas, les trottoirs n'appartiennent pas, et que je ne vois pas de raison pour quelle raison je devais quitter Paris. Et donc, comment ça se passe? Vous allez vers elle? Elle part. Ouais. On est à Métaux-Breton, Pigalle, rue du Perret, c'est pas loin, hein. Vous savez, c'est 10 minutes. Je rentre dans la Renault, qui est en bas de chez moi. C'est pas une préméditation parce que le fusil était dedans. Voilà. Oui, vous n'êtes pas allé le chercher. Je ne suis pas allé monter chez moi. C'était dans la voiture. Je ne le quittais plus. Ouais. Il était toujours dans la voiture. Et quand je sortais, j'avais un manteau que je le mettais sous le bras. Et c'est comme ça que je sortais avec mon fusil. En plein Paris. En plein Paris. En plein Paris, vous vous baladiez avec un fusil à pompe? À pompe, un poignard, une grenade. Une grenade? Oui, aujourd'hui, je n'aurais plus pour 10 ans de prison. Vous aviez une grenade sur vous quand vous baladiez dans les rues de Paris? Oui, 2 grenades. C'est mon militaire qui m'a amené ça, Jean-Marc. Frédéric était quelqu'un, je pense, qui est un peu comme Landal, hein, celui qui a tué Maëlys, la petite. Hein. Il était un peu bizarre, parce que je pense qu'aujourd'hui, mon mari, je suis marié depuis 26 ans, hein, quand même. Non, je suis ensemble depuis 26 ans. Alors, vous êtes confronté à elle? Oui. Elle se jette sur vous? Non, elle est rentrée chez elle, au 2e étage. Je dis à ses collègues, enfin, ses travailleuses, de descendre, qu'elle n'a plus besoin de me chercher. Que vous êtes là. Vous êtes là. Je suis là. Et vous êtes prête. Et qu'on peut parler, on va dialoguer, on va trouver une solution. Je n'ai à aucun moment dit, mais elle descend, je lui fous un coup de fusil. Non, pas tout. J'ai un fusil, il est bien caché, personne n'y a une serviette dessus, il y a mon manteau dessus, etc. À aucun moment, franchement, non. Sauf que son arrogance... Quand elle vient vous voir? Oui. Son arrogance, et ce qui m'a fait vraiment perdre la boule, c'est sa lame de rasoir de barbier. En fait, elle a une lame de rasoir. Elle a une lame de rasoir à la main. Et moi, j'ai un traumatisme, c'est que j'ai failli me faire déjà... Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un geste vers vous? Non, j'ouvre la portière. Et là, elle a passe une main par-dessous pour ouvrir la porte. Et elle me montre le rasoir. Elle me dit, puisque personne ne s'occupe de toi, je vais m'occuper de toi maintenant. C'est tout ce qu'elle a dit. Et là, j'ai plus rien vu. J'ai juste mis la main derrière. Ah, et là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la main derrière? Oui, pendant qu'elle l'ouvre. Vous prenez le fusil à pompe? Oui, je prends le fusil à pompe. J'ai juste un geste et je tire. Combien de fois? La première, un coup, c'est tout. Et après? Après, elle se baisse derrière la porte. Là, je perds la boule, effectivement. Je ne suis plus moi. J'ai une haine féroce. J'ai un truc qui me bouillonne de l'intérieur. Et puis, j'ai tous ces mois de tout ressort. Tout ressort. Et puis, viol à 5 ans. Toute mon existence, elle n'y est pour rien, ça. Elle n'est pour rien. Mais c'est la haine de tout ce que vous avez vécu. Mais elle à un homme, d'ailleurs, et qui est un proxénète, un pédocriminel, que je ne suis pas au courant d'ailleurs, c'est après que je veux savoir, et qui, cette personne, depuis 3 mois, me bousille la vie, m'empêche de vivre. Je ne comprends plus rien ce qui se passe à l'intérieur. Je vais me sortir de la voiture, elle baisse, et là je vais sortir tous les noms d'oiseaux imaginables. Tiens, celui-là c'est pour une telle, celui-là c'est pour un autre. Parce vous avez tiré combien de fois? Combien de fois vous avez tiré? 7 coups cette année. 7 fois? 7 fois. On pourrait dire que c'est de l'acharnement. Non, non, je conteste, c'est pas de l'acharnement. C'est je crois que c'est la rage. C'est la rage. Et je n'ai jamais vraiment visé le cœur, la tête, quoi. Non, c'était... 7 coups de fusil à pompe... Non, je tirais. Elle tournait, parce qu'elle a tourné, elle n'était pas là, sur mon viseur. Il ne faut pas oublier qu'elle passe mon viseur, elle tourne, et moi je tourne après. Et je pense qu'elle les médecins légistes ont dit qu'elle a été touchée, je le sais après, qu'elle avait été touchée avec le premier coup de fusil. Je sais, ne me regardez pas avec cette tête, je sais que c'est épouvantable, je ne le ferai pas. C'est vrai que... vous regrettez aujourd'hui? Comment? Vous regrettez d'avoir tué? Alors, c'est la question que m'a posée la procureure de la République le jour où je passe devant elle et qu'elle me souhaite la peine de mort. Elle me demande de retirer la perruque. Je n'ai pas de perruque. On est au quai d'Assise. À l'époque, je ne me rappelle plus où c'était. Et elle me dit, vous regrettez ce que vous avez fait? Non, à l'époque, non. Je suis trop inconsciente pour regretter quelque chose. Je ne le ferai pas. Je dis sincèrement, je ne le ferai pas. Vous ne referiez pas, mais est-ce que vous regrettez de l'avoir fait? Oui, parce que la mort, vite fait, n'est pas une souffrance. Voilà. Il fallait plus la faire souffrir. Non, il fallait vraiment par moi. Parce que je ne suis pas sadique à ce point-là, je ne m'appelle pas Marquis de Sade. Je ne prends pas de jouissance en faisant du mal à quelqu'un, ce n'est pas dans ma conception de la vie.
Je pense que je l'aurais laissé d'autres personnes le faire à ma place. Parce que de toute manière... Mais vous l'auriez tué de toute façon? Non. Non, je crois pas. Non, vraiment. Je vous le dirais. Des baffes, oui. Oui, je l'aurais foutu des baffes dans la tronche jusqu'à qu'elle arrête de me faire chier un petit peu, quoi. Mais le tirer dessus pour la tuer, non, non, je suis incapable de tuer une fourmi, Jean-Marc. Vous avez été condamné à 7 ans de prison pour ça. Vous avez fait combien de prison? J'ai fait 6 ans et 4 mois, puisque j'ai bénéficié de 6 mois, puisque j'ai passé mon certificat d'études primaires. Je suis une bonne élève. Vous avez fait la prison où? Chez les hommes ou chez les femmes? Chez les hommes. Et d'ailleurs, c'était très bien. C'était génial. Mais juste chez les hommes, enfin, comme ça, tel que vous êtes? Tel que je suis. Ouais. Ils ne savaient pas me mettre. Et vous, c'est vous qui avez demandé à être avec les hommes? Non, c'est l'avocate. Non, au départ, on n'est pas un plomb pour un travesti, il ne faut pas oublier ça, hein, encore. On va revenir là. Ouais. Parce que, quand on vous voit, on ne se dit pas c'est un homme. Hein. Et je n'ai pas de perruque, je n'ai pas de barbe. Oui, vous avez de la poitrine. Voilà. Et je suis pareil. Et vous avez la photo là, c'est la même chose. Et l'autre aussi d'ailleurs. Donc, quand je passe devant ce procureur, elle me demande de retirer la perruque. Mais je dis, madame, excusez-moi, je n'ai pas de perruque. Elle me dit, mais vous êtes bien Claudio Tavares. Je fais, oui, c'est marqué. J'ai pas voulu donner des détails. Ouais. Paf, j'espère que vous aurez la peine de mort. On a encore la peine de mort, c'est bien pour une procureure de la République. C'est vraiment un sale prix. Et oui, il y a des gens qui sont horribles dans la vie. Et on part à la santé, et c'est génial quand j'arrive à la santé. Mais vous vouliez pas, vous, être avec les femmes? Ben non, c'est pas moi qui décide. Non, mais vous, qu'est-ce que vous auriez aimé? N'importe, m'en fiche. Je m'en fichais. Mais avec les hommes, enfin, j'imagine c'est un peu compliqué parce qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'à l'armée. Il y a les douches, il y a les... Non, mais c'est pas grave parce qu'on est enfermé tout seul. Et j'étais chez les spéciaux. Bah, vous étiez toute seule? Et j'étais toute seule j'étais à la cellule 7. Vous voyez des hommes quand même parfois Non, on voyait les hommes uniquement dans la cour de promenade. Ouais. Et ça se passait comment avec eux? Pour la douche, c'était des jours séparés. Oh, c'était top au départ, c'était un petit peu compliqué parce que bon, j'ai pas l'habitude de mettre des caleçons de mec, enfin. Et c'était la première chose qui m'a choqué d'ailleurs. À part les caleçons, Claudia, il y a la vie, quoi. Non, enfin, la vie en prison, comment ça se passe? Moi, c'était les caleçons, ouais. C'était le truc, la kangourou, vous savez, horrible. Ouais. Ah là là. C'était le kangourou, c'était ça votre problème? On me déshabille, ils me retirent mon manteau, j'ai un manteau de fluor, on retire l'argent, on retire des bijoux, que j'en avais un petit peu quand même, mais rien du tout. Et je me retrouve avec un sac à patates, bizarre. Oui, mais le quotidien dans la prison... Non, mais le quotidien était, au départ, c'était très difficile parce qu'il y avait tous les gardiens qui demandaient que je fasse des striptease pour eux. Donc il y avait, pour le dire le mot, il y avait des séances de masturbation derrière. Je jouais le jeu parce que j'avais tenté de me suicider quand je suis arrivé. Donc, il y avait des séances de masturbation avec vous et les gardiens? Non, les gardiens sur le temps. Ils regardaient? Ils regardaient sur ma voix, sur mon truc. Je mettais la musique et puis je dansais et puis je me masturbais. Moi, je m'en fichais. Je n'ai rien à foutre. Je ne vais pas mentir. Vous nous décrivez un truc là qui est un peu... C'était en quelle année ça? 80. Ah oui, c'est pas si vieux que ça. Hein. Je suis arrivé 29 octobre 80. Pour moi, c'était hier. Le temps passe. Et juste, alors ça, c'est avec les gardiens. Donc il y a ces certains scènes, gardiens. Certains gardiens, ces scènes que vous décrivez. Ouais. Et avec les détenus, les autres détenus? Alors, détenus, j'ai eu pas mal d'amourettes. J'ai eu Ali, j'ai eu... On va pas les citer tous, mais... Non, amoureux. Mais amoureux. Non, amoureux. J'ai eu 2 amoureux. Ah, 2? Je vous avais dit j'ai eu pas mal d'amourettes. Oui, mais après, pas avec eux. D'accord. Enfin, vous étiez dragué par les autres détenus, donc je suppose? J'ai été dragué tout le temps. J'étais ce qu'on appelait en couple. Voilà. Et comme nous étions dans un quartier spécial, comme il y a beaucoup de gens très riches qui vont dans ces quartiers. Hein, voilà. Et il y a eu beaucoup d'espions à l'époque. Il y avait un espion qui était allemand. Et l'autre qui était russe, qui est devenu mon prof de philo d'ailleurs en prison. C'est comme ça que je vais apprendre la philosophie, que je vais changer complètement mon comportement à partir du moment où je prends conscience de mon corps, de ma plastique justement, et que j'ai pas envie d'être un morceau de viande où les gens font ce qu'ils veulent. J'ai eu beaucoup de problèmes aussi pendant 2 ans, hein, c'est-à-dire avant l'incarcération.
Alors, on va refaire marche arrière parce qu'on déjà on avance doucement, donc on va pas refaire marche arrière. Donc pendant la prison, vous allez faire des études, vous allez beaucoup étudier, et puis après vous allez apprendre également, enfin non pas apprendre, mais vous allez écrire, vous allez apprendre le droit, vous allez écrire beaucoup. Vous avez fait 5 livres, on parlera de votre 5e livre dans un instant qui raconte cette vie très très complète et très pleine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis restauratrice, c'est génial. Ça fait 15 ans que je suis propriétaire d'un restaurant. À Paris? À Paris, bien sûr, toujours. Restaurant brésilien? Brésilien, oui. Les spécialités brésiliennes pour la simple raison, c'est que certaines choses du Brésil me manquaient. Et à un moment donné, j'ai un petit peu ras-le-bol, je le dis, hein, j'ai un petit peu ras-le-bol de ce qui se passe en France. Il y a toutes choses qui me déplaisent, côté politique, côté liberté d'expression, côté tout. Parce qu'on avait une France qui était géniale à 42 ans. Et puis, c'est une France qui part à la dérive. Enfin, génial, quand vous nous racontez ce que vous avez vécu. La France géniale, il y a 42 ans. Jean-Marc, il y avait le palace, mais j'avais une... Ah oui, c'est pour faire la fête, oui, d'accord. Parce que vous n'avez pas connu, comment ça s'appelle, la dictature brésilienne. Voyez-vous, toutes ces cicatrices que j'ai là, ben, c'était pas parce que je voulais me couper comme ça, c'était la dictature brésilienne. Et j'ai 14 ans, à peine avant quand je pars quand j'arrive à São Paulo. Aujourd'hui, vous avez ce restaurant à Paris, vous êtes rangé définitivement. Rangé, je n'aime pas ce mot, je trouve ça horrible. Ranger des camions, ranger... Non, vous avez une vie... Non, j'ai une vie, alors ça fait 26 ans que je suis avec la même personne, avant j'avais quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est rangé quand on a été une vie, qu'on a été truand, quand on a été, etc. Moi, j'ai des choses de passage. Je suis plus restauratrice. Ça a passé... 3 mois, ça va, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qui prime? 15 ans de restauratrice ou 3 mois à Pigalle? Il y a 3 mois à Pigalle, il y a un meurtre, il y a... C'est la vie. Non, mais bien sûr que c'est la vie, il y a 7 ans de prison, donc voilà. Oui, c'est la vie, il s'est passé pas mal de choses, quoi. Je ne suis pas né à Marseille avec papa et maman, Jean-Marc. Ben oui. Je suis désolé. Ben oui, non mais c'est clair, mais c'est pas un reproche. Hein, non, mais justement, c'est pas un reproche non plus. Une personne, on ne choisit pas ses parents, comme dit la chanson, on ne choisit pas l'endroit où on est. Moi, j'accepte. Je ne veux pas maintenant faire comme la plupart des gens, faire de misérabilisme. Je veux ça. Je ne suis pas né pour être là. Ah oui, à la petite brésilienne, nanana, qui est née hermaphrodite, nanana, tout est rangé. Mais j'ai aucun problème. Je crois qu'en prison, j'étais la femme la plus aimée du monde. Dans une prison de garçons, c'est normal. Ah non, ah ouais. Oui, c'est vrai. Au moins. Je précise que vous venez de publier votre 5e roman. C'est un récit autobiographique, ça s'appelle La volonté d'exister. Ça vous va bien ce titre, je trouve. La volonté d'exister, et c'est paru aux éditions Sidney Laurent. Merci Claudia d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil chaleureux, votre sourire, et puis madame qui n'a rien dit d'ailleurs. Ben non, mais vous avez beaucoup parlé alors. Mais c'est passionnant. Merci beaucoup Claudia.